La dépression, une maladie qui se joue dans la tête. Le vidéo est un travail étudiant ne contenant pas des conseils médicaux ni professionnels. Les autorisations d'utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur ont été obtenues. La vidéo ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par le droit d'auteur. Voici le plan de notre présentation. La dépression est une maladie très courante dans la société. En fait, si on parle de la dépression majeure, le trouble dépressif le plus courant, on parle alors d'une prévalence de 7 ce qui veut dire, mes chers collègues, qu'environ 4 personnes en seront touchées dans notre cohorte. Nous venons de vous parler de la dépression majeure, mais il en existe plusieurs types, comme la dysrégulation émotionnelle chez l'enfant. Donc, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que la neurologie a à dire en ce qui concerne la dépression? Nous pensons que la plupart d'entre nous savent très bien que la dépression est multifactorielle, mais nous pensons que la neurologie est une cause assez importante qui est pertinente d'approfondir. Ce n'est pas rare d'entendre dans la société que la dépression n'est pas une vraie maladie, que ces personnes ont seulement besoin de repos, que c'est que les faibles qui en sont atteints, ou encore que ça se passe seulement entre les deux oreilles. En fait, cette dernière affirmation n'est pas entièrement fausse, car il se passe réellement quelque chose entre les deux oreilles, c'est-à-dire dans notre cerveau. Nous allons donc vous présenter les éléments de la science qui vous feront changer d'avis et vous convaincre que la dépression est une réelle maladie pour laquelle il existe heureusement des traitements, par exemple les antidépresseurs. Pour commencer, nous aimerions expliciter les symptômes de la dépression. En général, elle inclut des symptômes affectant les états émotionnels, la motivation, le fonctionnement et comportement moteur et apporte des changements cognitifs. Pour en nommer quelques-uns, il y a l'anédonie, la perte d'intérêt ainsi que la difficulté à s'engager dans ses activités habituelles, des changements dans les habitudes de sommeil et d'alimentation, une diminution de la concentration, de l'attention ainsi que de l'estime de soi. Ces symptômes peuvent varier en fonction de l'âge. Les différents symptômes et impacts sont issus de plusieurs causes. On dit donc de cette maladie qu'elle est multicausale. On peut voir entre autres des facteurs environnementaux, sociaux, psychologiques et finalement les facteurs biologiques. Ce sont sur ces derniers que nous allons nous concentrer. Donc les neurones, ces chères petites créatures mystérieuses qui peuplent notre système nerveux, nous valent un petit retour à la base afin de mieux comprendre ce sujet. En fait, les neurones sont des cellules spécialisées qui permettent de transmettre un message grâce à des influx nerveux. Voyons maintenant comment un message peut être transmis d'un neurone présynaptique à un neurone postsynaptique. On voit en premier lieu, lors de l'arrivée du potentiel d'action dans le neurone, les canaux à ions calcium voltage dépendants qui s'ouvrent, laissant entrer le Ca2+, dans le bouton synaptique. Les neurotransmetteurs alors contenus dans les vésicules synaptiques sont éjectés du bouton par exocytose. Une fois dans la fente, ils se lient généralement à un récepteur spécifique pour ensuite produire un effet sur la cellule cible ou encore déclencher un nouveau potentiel d'action. Le surplus de neurotransmetteurs est alors soit recapté par le neurone ou encore dégradé par des enzymes. Pour revenir à la dépression, on verrait trois hypothèses possibles en lien avec les neurotransmetteurs impliqués dans la dépression, soit la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. En premier lieu, on pourrait voir une diminution du nombre de récepteurs à ces neurotransmetteurs ou encore la diminution de la sensibilité de ceux-ci. De plus, certaines études démontrent un taux inférieur de ces neurotransmetteurs chez les patients en dépression que chez les gens n'ayant pas cette maladie. Le principal neurotransmetteur est la sérotonine. C'est d'ailleurs sur cette dernière que nous allons nous concentrer. La sérotonine, aussi appelée 5-hydroxytryptamine ou 5-HT, joue un rôle de régulateur de l'humeur et des émotions, de l'état d'éveil, de la perception de la douleur, de la perception sensorielle et de ses fonctions cognitives. Elle est fabriquée à partir du tryptophane, un acide aminé qui circule dans le sang. La sérotonine est libérée par connexion synaptique directement au niveau du cerveau, dans le système nerveux central. Avec ses nombreux rôles, on peut rapidement comprendre le lien avec la dépression. Nous avons parlé plus tôt que suite à la liaison des neurotransmetteurs, ceux-ci sont soit recaptés ou soit dégradés. Pour la sérotonine, cette dégradation provoque la production de sous-produits qui vont se retrouver dans le sang. On comprend donc que le nombre de sous-produits est proportionnel au nombre de neurotransmetteurs. Ainsi, chez les gens dépressifs, le taux sanguin de sous-produits est nettement inférieur au taux d'une personne en santé. Dans un deuxième temps, mis à part les anomalies au niveau de l'activité des neurotransmetteurs, on constate chez les gens avec la dépression une diminution de l'activité de certaines aires importantes dans la régulation des fonctions émotionnelles et cognitives. En effet, comme la sérotonine est en déficit dans plusieurs de ces aires corticales, on peut comprendre le lien avec une faible activité cérébrale. Le cortex préfrontal et le système limbique sont sans doute les plus importants. Dans le cortex préfrontal, on peut observer la zone 1 en bleu sur l'image, la partie orbitofrontale.
Celle-ci est impliquée dans le contrôle des émotions. Par exemple, la personne pourrait se voir présenter un bonbon et décider de ne pas le manger si elle sait qu'elle peut recevoir un sac rempli de bonbons en respectant la consigne de ne pas le manger. En deuxième lieu, on voit le cortex préfrontal latéral, représenté par la deuxième partie bleue, qui permet d'analyser les alternatives afin de choisir la meilleure option. En bref, elle joue un rôle important dans le jugement. Le ventromédian, pour sa part, représenté en mauve, a pour rôle d'exprimer les émotions de façon adéquate. Finalement, le système limbique, la zone représentée en rouge, a plusieurs rôles, dont celui de réguler les émotions, la mémoire, mais aussi la faim, la soif et les comportements défensifs. Pour traiter la dépression, une multitude de traitements sont offerts, mais nous avons décidé de se concentrer plus précisément sur deux types, soit les antidépresseurs et la sismothérapie. Tout d'abord, les antidépresseurs ont comme objectif de diminuer les symptômes comme la tristesse, les troubles de sommeil ainsi que les idées suicidaires. Il est à noter que, selon les recherches actuelles, ceux-ci sont plus efficaces pour les gens souffrant de dépression majeure ou chronique. Plusieurs molécules peuvent être qualifiées d'antidépresseurs. Présentement, on sépare ces molécules en trois grandes familles, soit les inhibiteurs d'amonoamide oxydase, les tricycliques ainsi que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Nous allons commencer en vous parlant des inhibiteurs de la monoamide oxydase, qui sont les premiers antidépresseurs à avoir été développés. Lorsque la sérotonine et la noradrénaline sont libérées dans la fente synaptique, la quantité en excès est habituellement recapturée par le neurone présynaptique qui vient de les sécréter. Une fois dans ces neurones, ces neurotransmetteurs sont détruits par une enzyme qui se nomme la monoamide oxydase. Cela a donc comme conséquence de diminuer la quantité de neurotransmetteurs qui se retrouvent déjà en petite quantité chez les personnes dépressives. À travers la prise d'antidépresseurs comme les IMAO, cela vient bloquer l'action de la monoamide oxydase, ce qui, par le fait même, augmente le niveau de neurotransmetteurs dans le neurone. Ainsi, il n'y a pas de manque de sérotonine et de noradrénaline qui sont nécessaires pour la régulation de l'humeur. Par contre, ces antidépresseurs sont beaucoup moins utilisés de nos jours car ils causent plusieurs effets secondaires et peuvent interagir avec plusieurs autres médicaments. Maintenant, les antidépresseurs tricycliques sont plus récents que les IMAO. Il est important de comprendre que les tricycliques viennent ralentir les pompes à recapture sérotoninergique et noradrénergique au niveau des synapses. Cela a comme conséquence d'augmenter la quantité de sérotonine et de noradrénaline de la fente synaptique. Ainsi, cela permet de compenser le faible taux de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Par le fait même, l'augmentation de ces neurotransmetteurs augmente les liaisons avec les neurorécepteurs et permet d'améliorer l'humeur. Par contre, les tricycliques agissent aussi sur d'autres cellules que les neurones, ce qui provoque surtout des nausées et une prise de poids. Maintenant, le type d'antidépresseur le plus utilisé sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Les SRS viennent diminuer la recapture de la sérotonine par le neurone présynaptique. Cela a comme effet de permettre à la sérotonine de rester plus longtemps dans la fente synaptique. Les SRS bloquent seulement les pompes à recapture de la sérotonine, ce qui n'est pas le cas avec les antidépresseurs tricycliques qui agissent aussi sur les canaux noradrénergiques. Par contre, la sérotonine influence indirectement à elle seule le taux de noradrénaline, ce qui permet de limiter les effets secondaires causés par l'action directe des tricycliques sur les canaux noradrénergiques. C'est entre autres pour cette raison que les ISRS sont les antidépresseurs les plus prescrits. On pourrait se demander pourquoi on prend des antidépresseurs au lieu de prendre directement des comprimés de sérotonine. La réponse à cette question est que la sérotonine n'est pas en mesure de passer de la circulation sanguine vers le cerveau car elle est arrêtée par la barrière hémato-encéphalique. C'est pourquoi les antidépresseurs restent donc le meilleur traitement. Pour ce qui est des effets secondaires, malgré que les SRS en provoquent beaucoup moins que l'IMAO et les tricycliques, de nombreux effets désagréables sont toutefois présents. Plus de la moitié des gens prenant cette médication rapportent qu'ils souffrent d'effets secondaires, et ce, surtout au début du traitement. Les recherches actuelles démontrent que les plus fréquents sont, par exemple, la bouche sèche, des maux de tête et des nausées. Il s'agit donc de trouver la médication que les personnes tolèrent le mieux. Malgré que les ISRS réduisent beaucoup de symptômes, certains peuvent persister, dont l'anédonie. L'anédonie est un symptôme fréquemment retrouvé dans les cas de dépression majeure. Il réfère à l'incapacité d'exprimer la joie lors d'activités gratifiantes qui en procurent généralement et est lié à une perturbation dans le système de récompense. L'anédonie résulte donc d'une perturbation dans le système de récompense, plus précisément dans le circuit dopaminergique. Ce système est nécessaire pour identifier la perception plaisante d'un stimulus et en provoquer la recherche, ce qui explique le manque de motivation à aller chercher des expériences plaisantes chez les gens anédoniques. Certains ISRS vont agir indirectement sur la dopamine et diminuer le rythme d'envoi des signaux électriques des neurones dopaminergiques. Même si, par leur action, la sérotonine reste plus longtemps dans la fente synaptique,
et que ces effets durent plus longtemps, les taux de dopamine restent faibles, ce qui entretient l'anédonie. C'est pourquoi d'autres médicaments sont souvent utilisés en plus des antidépresseurs. Un autre traitement de la dépression est la thérapie électroconvulsive. Habituellement, elle est utilisée comme dernier recours avec ceux qui ne réagissent pas aux antidépresseurs. Elle consiste à faire traverser un courant électrique au niveau du cerveau afin de provoquer une crise convulsive dans une région cérébrale précise, mais le tout sans danger. Actuellement, les scientifiques ont de la difficulté à s'entendre sur le mécanisme d'action, mais la thèse la plus probable serait la normalisation de l'activité des neurotransmetteurs. Maintenant que nous avons parlé des traitements, voici les impacts limitants que les personnes dépressives peuvent rencontrer dans différentes sphères de leur vie. Dans ce graphique, la cote moyenne réfère à quel point la dépression empêche les gens de faire leur activité quotidienne. Cette cote va de 1 à 10, 10 étant une entrave totale. Nous pouvons remarquer que la vie sociale est l'aspect le plus atteint, ce qui est facilement comprenable vu les différents symptômes. Tout ceci montre l'importance de bien comprendre la dépression ainsi que l'intérêt que nous devrions avoir en tant que société afin de traiter cette maladie. Suite aux impacts venant d'être présentés, nous tenons à nous attarder à un sujet chaud de l'actualité, la légalisation du cannabis. Le Centre de recherche de l'Université de McGill s'est aussi penché sur le sujet et selon eux, la consommation de cette drogue causerait la dépression. En effet, leurs recherches faites sur des rats démontrent que le cannabis agirait sur les neurotransmetteurs importants. Le THC, la substance psychoactive du cannabis, augmente le mécanisme de la sérotonine et diminue celui de la noradrénaline. En conclusion, différents facteurs biologiques expliquent la dépression. Celle-ci est fréquente dans la société et est caractérisée par plusieurs impacts négatifs. Bien que le sujet de la légalisation du cannabis soit controversé, il mérite qu'on s'y attarde dans la mesure où cette loi augmentera l'accessibilité de cette substance. Le lien entre la dépression et le cannabis n'est donc pas à négliger. C'est un pensez-y bien.